14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Dans la nuit, il a pris une arme et j'ai cru qu'il allait faire l'usage de cette arme contre lui. Et de façon accidentelle, le coup est parti et malheureusement, ce coup lui a été fatal. Bonjour. Un oreiller comme principale pièce à conviction dans une histoire de meurtre. Celui de Michel Niocel, ancien policier devenu diplomate, tué dans son sommeil une nuit de l'hiver 2007. Que s'est-il passé dans le huis clos de cette résidence hyper sécurisée d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire? Meurtre crapuleux, exécution d'un homme qui assurait des missions sensibles dans un pays en ébullition, le suicide d'un mari désespéré ou bien le geste criminel d'une épouse qui ne supportait plus cet homme et avait décidé de l'expédier dans l'au-delà. C'est cette dernière piste qui va être retenue par les enquêteurs, faisant surgir dans son sillage le scénario d'un sombre complot. Malgré les certitudes des enquêteurs, il va falloir plus de 14 ans pour que cette affaire connaisse un aboutissement judiciaire, une course de lenteur inédite pour un dossier qui paraissait pourtant des plus simples, mais où les doutes se sont accumulés. L'oreiller a-t-il livré tous ses secrets de la mort de Michel Niocel? Question centrale à laquelle vont répondre nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Michel Niocel. À l'hiver 2007, ce diplomate français est depuis 3 ans en poste dans la capitale ivoirienne, Abidjan. Une personnalité connue qui a ses entrées au plus haut niveau. Sa mort brutale mobilise aussitôt les autorités. Ce mercredi 7 février 2007, aux alentours de 1h30 du matin, une femme affolée se présente au poste de contrôle de la résidence sécurisée de l'Union européenne en plein centre d'Abidjan. Un immeuble très protégé, hérissé d'antennes et équipé de caméras. Aux 2 gardiens et aux 2 gendarmes, elle déclare que son mari est blessé et qu'il faut appeler les secours. Il est question d'un tir d'arme à feu. La femme s'appelle Karine Niocel, épouse du diplomate Michel Niocel. Le SAMU se rend sur place, mais il n'y a plus rien à faire pour la victime. À 2h10, le médecin ne peut que constater le décès de Michel Niocel, 53 ans. Le légiste appelé sur balle note que la victime a été tuée dans son sommeil. La balle a traversé le thorax, côté droit, et est ressortie au niveau du bras gauche, a ricoché, puis est allée se ficher dans un mur. L'éclat est visible. Le tir a été effectué à bout touchant par une arme de poing enroulée dans un oreiller pour sans doute étouffer le bruit. Sous l'effet du tir, l'homme a basculé du lit et s'est rapidement vidé de son sang. La nouvelle de la mort se répand aussitôt. Il faut dire que Michel Niocel n'est pas le premier venu. C'est un spécialiste de la sécurité, ancien de la DST, le contre-espionnage français, missionné par l'Union européenne dans ce pays où l'instabilité règne. En 2004, c'est lui qui avait supervisé l'évacuation de 8000 ressortissants français lors d'une vague d'émeutes et de manifestations. Karine Niocel est sous le choc. Elle est entendue par la gendarmerie ivoirienne. Elle déclare qu'elle dormait à la droite de son mari quand elle a été réveillée par la voix d'un homme en noir qui parlait à Michel. Elle a entendu son époux répondre, puis a sursauté en percevant un grand bruit et a vu son mari s'effondrer et tomber du lit. Le tireur s'est enfui. Karine s'est aussitôt précipitée au poste de garde pour donner l'alerte. La résidence est perquisitionnée, mais aucune trace de passage d'un intrus n'est repérée. Aucun système de surveillance ne s'est déclenché. La vidéosurveillance ne décèle rien de suspect. La fille du couple, Sarah, 13 ans, elle aussi est entendue. Elle dormait dans une chambre éloignée de celle de ses parents. Sa mère l'a réveillée en sursaut à 1h49 et lui a dit qu'un homme avait tiré sur son père. Sarah livre un détail curieux. Riga, la chienne bosserone des Niocel, un impressionnant molosse qui monte la garde et aboie volontiers, avait du mal à se lever. Un gendarme verra l'animal tituber comme s'il avait été drogué. À 4h du matin, les enquêteurs trouvent dans le placard de la salle de bain un sac rouge contenant un revolver Smith & Wesson 357 Magnum. Le barillet contient 6 cartouches dont l'une a été percutée. Un paquet de munitions est dans le sac. Michel Niocel avait acheté cette arme lors des événements de 2004. Il s'agit de toute évidence du pistolet qui l'a tué. Dans les jours qui suivent, les enquêteurs continuent à recueillir des témoignages. Tatiana, l'employée de maison du couple, indique qu'elle n'avait jamais vu de sac rouge dans la salle de bain. Elle ajoute
que 2 jours avant le drame, elle avait entendu le couple discuter chaudement. Les époux paraissaient se disputer. Elle avait appris que Karine était enceinte. Sarah, la fille du couple, confirme que ses parents se disputaient à cause d'une relation extra-conjugale qu'aurait eue sa mère. Les autorités ivoiriennes décident de placer en garde à vue Karine Niocel, mesure rapidement levée en raison de l'immunité diplomatique. Le 13 février, l'épouse est entendue pendant 7 heures par le responsable de la sécurité de la Commission européenne. Elle décrit une vie de couple normale, affirme que l'enfant qu'elle porte est bien celui de son mari. Michel n'avait pas d'intention suicidaire et elle ignorait qu'il cachait une arme dans la maison. Karine Niocel, dont la version des faits va évoluer au fil des auditions, même si l'épouse, au fond, reste constante, elle n'a pas tué son époux et n'avait aucune raison de presser sur la détente. Jeudi 15 février 2007, les policiers de l'Office central de répression des violences aux personnes, l'OCRVP, interpellent Karine Niocel à sa descente d'avion en provenance d'Abidjan. L'épouse est aussitôt placée en garde à vue afin d'expliquer les circonstances de la mort tragique de son mari. Dans ses bagages, les enquêteurs ont saisi 11 feuillets manuscrits. Il s'agit d'un mémo de toute évidence destiné à affronter un interrogatoire. Il y a là des notes rappelant sa version initiale des faits. On peut lire cette mention: trouver un élément ou se rappeler de quelque chose qui me mettrait hors de doute, retracer les éléments un à un, l'homme était près de moi et a demandé à Michel quelque chose qu'il n'a pas pu lui donner, puisqu'il a dit « j'ai pas » ou « je n'ai pas », etc., etc. L'épouse indique avoir rédigé ces pages sur le conseil d'un avocat qui lui aurait dit d'être cohérente dans ses explications. Il n'y a, selon elle, aucune malice dans tout cela. Face aux enquêteurs qui l'interrogent, Karine Niocel maintient la version présentée aux gendarmes ivoiriens, celle de l'intrusion d'un homme qui a fait feu alors que le couple dormait. Elle affirme qu'elle ignorait qu'une arme se trouvait dans la maison. On n'a pas le souvenir d'avoir observé un étrange comportement chez la chienne Riga, suspectée d'avoir été volontairement droguée. Au fil des heures, Karine Niocel admet cependant que la relation avec son époux n'était plus au beau fixe depuis quelque temps. Elle raconte qu'elle a un amant, un certain Hervé Lartigue. Elle pense que l'enfant qu'elle porte est de cet homme. Elle a envisagé de quitter son mari avec qui elle n'a plus de relation amoureuse. Après 24 heures de garde à vue, l'épouse livre une toute autre version. Elle raconte que la nuit du drame, son mari, dévasté à l'idée qu'elle le quitte, a tenté de se suicider. En pleine nuit, il s'est saisi d'une arme à sa gauche, au pied du lit. Il a tenu le revolver dans la main droite et l'a posé contre sa tempe. Karine dit alors s'être soudain redressée et avoir dit « Ça va pas, Michel ?» Elle a saisi son avant-bras droit pour l'empêcher de tirer. Elle a entendu un clic, le coup est parti et Michel est tombé du lit. Elle a ensuite caché le sac rouge et l'arme. Elle ne voulait pas que l'on sache qu'il s'était tué à cause d'elle. Elle était effondrée, elle se sentait moralement responsable de sa mort. Malheureusement, dans la panique complète suite à ces événements, c'est vrai que je l'ai cru simplement blessée et j'étais complètement paniquée, complètement perdue sur les explications que j'allais pouvoir donner pour ne pas qu'il souffre d'avoir commis un geste qui aurait pu être mal interprété. Donc j'ai raconté une version complètement idiote qui m'est passée par la tête et à cause de cette version complètement absurde, du coup mes propos ensuite ont été mal interprétés et j'ai été considérée comme une menteuse. 16 février 2007, Karine Blanc, épouse Niocel, 40 ans, est mise en examen pour assassiné par le juge parisien Alain Cadet. L'épouse est placée en détention. Le 28 février, celle-ci maintient ses déclarations et ajoute de nombreuses précisions. Dans la nuit, son mari l'avait réveillée sans aucune agressivité et avait demandé à lui parler. Ils avaient ainsi discuté longuement, Michel Niocel affirmant qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. À propos de la détonation, Karine est incapable de dire si son mari a volontairement pressé la détente ou si le coup est parti de façon accidentelle. Elle dément farouchement avoir essayé de tuer son mari ou avoir même détourné volontairement le canon de son arme vers lui. Le problème, c'est que les expertises remises au magistrat instructeur contredisent la version de l'accident. Il y a tout d'abord le premier rapport d'autopsie effectué en Côte d'Ivoire par la professeure Hélène Yapoété. La légiste exclut le suicide.
La balistique, quant à elle, écarte un départ de coup de feu intempestif, l'arme étant en excellent état. Plus important, l'expertise atteste un tir à bout touchant dans l'oreiller qui porte de la poudre et un peu de sang séché. Un oreiller qui a été préalablement manipulé, plié. Quelqu'un a introduit l'arme, puis il a fait feu. Les experts décrivent un tir horizontal parti de 15 cm au-dessus du lit. Selon eux, ce n'était pas Michel Niocel qui tenait l'arme. Techniquement, c'était impossible. En outre, si une personne avait été couchée à côté de la victime, cette personne, en l'occurrence son épouse, aurait été touchée par la balle rasante. Karine Niocel nie avoir eu l'intention de tuer son mari. L'apparition dans le dossier de l'une de ses meilleures amies va soudain donner une couleur encore plus sombre au dossier. Le 15 juin 2007, les enquêteurs prennent connaissance du dossier des expertises téléphoniques. Il apparaît que l'épouse Karine était en contact fréquent dans les jours précédant la mort de Michel Niocel avec une certaine Isabelle C. Celle-ci lui a adressé le 6 février, veille du drame, un énigmatique SMS. C'est bon ? Suivi d'un point d'interrogation. Elle avait effacé aussi d'autres SMS. Le 28 juin, cette secrétaire médicale d'un hôpital psychiatrique de Bordeaux est placée en garde à vue. Elle se présente comme une confidente de Karine avec qui elle entretient des relations très étroites. Le SMS « C'est bon », dit-elle, n'a rien à voir avec le drame mais avec l'achat d'un billet d'avion. Isabelle révèle ensuite que Karine lui avait fait part dès décembre 2006 de son intention de supprimer son mari. Elle lui avait parlé de son hypertension et demandé quelque chose pour faire monter la tension, ça le tuerait. Mi-janvier, la secrétaire médicale avait ainsi fourni à Karine une batterie de médicaments, somnifères, antihistaminiques, neuroleptiques, antidépresseurs et anxiolytiques. Les 21 et 23 janvier, l'épouse aurait versé des médicaments dans le verre de whisky de son époux. Karine aurait confié que Michel pouvait mourir dans l'exercice de ses fonctions et qu'elle en serait ainsi débarrassée. Isabelle C. affirme avoir été manipulée par Karine, qu'elle qualifie de monstre. Elle ajoute qu'elle regrette la disparition de Michel. La secrétaire médicale est mise en examen pour complicité de tentative d'assassinat. Confrontée à cette nouvelle vague d'accusations, Karine Niocel minimise les propos de son amie. Elle n'a discuté avec Isabelle, affirme-t-elle, que de leurs problèmes conjugaux respectifs et toujours sur le ton de la plaisanterie. Elle ne se souvient plus lui avoir demandé de faire des recherches sur l'hypertension, ni de la nature des médicaments que Isabelle a pu lui remettre. Elle n'a pas versé 15 comprimés dans le verre de whisky de Michel. Karine indique qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tuer son mari en utilisant ces médicaments, juste le souci de calmer un homme qui l'insultait, l'a réveillé la nuit et l'avait menacé de se tuer ou de tuer son amant. Karine Niocel est placée sous contrôle judiciaire après 18 mois de détention. Elle accouche d'une petite fille, fruit d'une liaison avec son amant. Une longue bagarre de procédure va alors s'engager avant un renvoi en cour d'assises. 22 juin 2021 s'ouvre le procès de Karine Blanc, ex-Madame Niocel, devant la cour d'assises de Paris. Pas moins de 14 ans, quasiment un record, se sont écoulés entre son interpellation et sa mise en examen et sa comparution devant des juges et des jurés. Dès 2009, le renvoi semblait acquis, mais la bataille procédurale a fait rage. La partie civile, notamment les deux enfants d'un premier mariage de Michel Niocel et sa fille Sarah, la partie civile a été contrainte de ronger son frein. Karine Blanc, 54 ans, attendait depuis toutes ces années son procès dans la maison de Comeilles, dans les Landes, maison achetée au temps de leur amour avec Michel. Isabelle C., la meilleure amie, 65 ans, comparée pour avoir fourni des médicaments qui auraient pu être fatals à Michel Niocel. Lors des 15 jours de procès, Karine Blanc reste arrimée à son ultime version, celle d'un accident. Son mari, rempli de chagrin alors qu'elle s'apprêtait à le quitter, aurait tenté de se suicider avec son revolver. La veuve répète un scénario pourtant contredit par les rapports d'expertise, notamment la balistique et les conclusions des légistes. « Je n'ai pas tué mon mari », répète l'accusé, avant que les jurés ne quittent la salle d'assises. Pas moins de 11 heures de délibération. Le temps de passer en revue un énorme dossier qui compte 200 témoignages. À leur sortie, dans la soirée du vendredi 2 juillet, Karine Blanc éclate en sanglots à l'annonce du verdict. 15 ans de réclusion pour assassinat, une peine légèrement en deçà des réquisitions de l'avocat général. Isabelle C. est condamnée, elle, à 4 ans d'emprisonnement, dont 42 mois avec sursis.
Les parties civiles n'en ont toutefois pas fini avec cette affaire. Karine Blanc continue de clamer son innocence et a fait appel du verdict. Il y aura donc un deuxième procès. C'est menotté entre deux gendarmes que Karine Blanc avait quitté le 2 juillet 2021 la salle de la cour d'assises de Paris, envoyée en détention pour un crime qu'elle continue à nier malgré les conclusions des experts. Son avocat Philippe Sarda avait plaidé l'acquittement, rappelant qu'après avoir hésité dans ses versions sous le coup de l'émotion et de la tension, l'épouse n'avait jamais plus varié dans ses propos. Elle avait voulu empêcher son mari de se suicider alors qu'il pointait son arme sur lui. Le coup de feu serait parti de manière accidentelle. Jacques Niocel, frère de la victime, avait été écœuré, comme les 5 autres parties civiles, par la durée trop longue de la procédure. Il réaffirme qu'il n'est pas prêt d'oublier ce qui a été fait et attend désormais une condamnation définitive de Karine Blanc. Lors de l'enquête, les policiers avaient recueilli de nombreux témoignages à charge contre l'ancienne épouse du diplomate. Les frères de la victime l'avaient dépeinte comme une femme qui avait mis de la distance au sein de leur famille. Des amis du couple décrivaient Karine Blanc comme une personne jalouse, peu franche, renfermée. Un collègue du diplomate définissait, lui, l'épouse comme une femme froide et ayant des sautes d'humeur. Les expertises psychologiques et psychiatriques n'avaient toutefois pas permis de souligner une quelconque perversité chez Karine Blanc. À minima, une insatisfaction dans ses relations avec les hommes, un dépit amoureux, source de frustration. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.